Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des métis à Saint-Laurent, au Manitoba. En français, il faudrait pas dire des métis. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La communauté Michif du village de Saint-Laurent au Manitoba est unique en son genre. La langue française arrive au second rang après le Michif, qui est un mélange de français et de sioux. Ah, c'est comme le créole des Premières Nations. Ou genre du chiac autochtone. Ou du méchif. Les temps ont bien changé depuis l'époque non lointaine où la langue d'enseignement était obligatoirement l'anglais pour tous les élèves francophones et Michif. Depuis 2010, les Michif ont gagné une grande lutte. Ils ont obtenu leur école indépendante dont le design est inspiré de la culture métisse. Vous êtes sûr qu'on dit pas métis? Voyons, Colly! Saint-Laurent est composé aux 2/3 des métis qui y sont installés pour la pêche et la trappe. Mais la beauté des lieux a aussi attiré les gens de la ville qui ont construit des chalets en bordure du lac Manitoba. Attends, le Manitoba, c'est un lac? Saint-Laurent compte donc au total environ 2000 personnes fières de vivre dans un endroit bucolique qui attire chaque année des milliers de touristes. Tu es content? Merci. On est en ce moment à Saint-Laurent, au Manitoba. Un petit village où ils parlent le Michif. D'habitude, je me débrouille bien avec les langues en voyage. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air ici. Hey! Hey! Bonjour! Bonjour! Moi, c'est Stéphane. Jacinthe Lambert. Enchanté, Jacinthe. Joanne Carrière. Enchanté. Bien, merci de m'accueillir ici à Saint-Laurent. On est pas mal dans le cœur du village ici. Oui, on peut dire le cœur du village, mais vraiment, c'est pas un village typique du Manitoba. OK. Pourquoi, au juste? Pourquoi ce serait différent ici? Bien, les maisons sont éparpillées à travers de 2000 de routes. Et puis ça se rattache au temps où les premiers arrivés, ils sont fait donner chacun un lot linéaire qui sortait du lac. Donc, ça ressemblait à des seigneuries, vraiment, ici. Là. Exactement. Les gens qui se sont établis ici, à Saint-Laurent, ils venaient d'où? C'était qui, ces gens-là? C'était les métis de la Rivière-Rouge. OK. Puis ils venaient de Winnipeg, même de Pembina, puis tout ça. Puis là, ils ont été partout au Manitoba, puis à Saint-Laurent. Donc, c'est un peu du monde de partout, mais j'imagine de vivre ensemble, ils se sont mis à parler une même langue. C'est ça. Puis une raison pourquoi les Métis sont venus à Saint-Laurent puis se sont établis ici, c'est parce qu'il y avait des barques qui descendaient de Winnipegosis, qui arrivaient ici à Saint-Laurent avec des fourrures et puis faisaient la traite. Puis il y avait aussi un poste de la baie d'Hudson, juste ici à 6-7 km au nord, à Oak Point. Donc, c'est vraiment une voie commerciale ici. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un endroit commercial? Les choses ont changé beaucoup. Bien, déjà, la traite de la fourrure, ça se fait moins. Oui. Je pense qu'ils font plus la trappe. Bien, ils font la trappe des radeaux, mais ils mangent ça. C'est un mets Michif, ça, à Saint-Laurent. OK. Ils mangent tout le rat, la tête avec. Ça, c'est la... Ah oui, hein? Oui. Vous dites « il », pourquoi vous en mangez pas? Ah, non. Mon mari en mange, mais pas moi. Pas moi non plus. Il y a combien de personnes ici à Saint-Laurent? À peu près 1500 comme à l'année, mais en été, ça double. À peu près 3000 en été, avec tout le monde qui viennent... Au chalet. Au chalet, oui. Ah, c'est ça, hein? Les gens qui arrivent de l'extérieur, en connaissez-vous qui essaient d'apprendre le Michif? Comme toi, si tu rencontrais un Michif et tu parlerais avec lui, tu pourrais avoir une conversation. Il n'y a pas tellement de mots qui sont... qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne peut pas avoir une conversation en français. On se comprend tout. Oui. OK. Même quelqu'un qui ne parle pas Michif pourrait comprendre de quoi ça parle. Alors, beaucoup des T sont prononcés comme un CH. OK. Alors, si ton nom est Étienne, on va t'appeler Étienne. D'accord. Comme petit, On va dire Chi. D'écouter deux métis là, de Saint-Laurent se parler, t'entends comme... c'est comme un chant. OK.
Moi, pour être complètement honnête, j'avais jamais entendu parler de cette langue, le Michif. Est-ce que vous autres, vous connaissez ça? En fait, c'est un peu comme l'Acadion en Nouvelle-Écosse, sauf qu'eux autres, ça sent moins le fruit de mer. Mais à peu près, il y a des parallèles, tu sais. Oui, c'est ça. Certain. On est ici à l'école communautaire Aurel-Lemoine. C'est une école qui a été créée pour la communauté. Louis, tu as été celui qui était là quand on l'a bâti. C'est quoi être directeur d'école quand on bâtit sa propre école? Au départ, c'est pas une école qu'on a construite, c'était un projet éducatif. Et puis, évidemment, la communauté était là, et puis on s'est rassemblés. Et l'école, c'est physique, c'est venu par la suite. Mais derrière tout ça, il y a eu vraiment là, tout un travail qui s'est fait sur le plan communautaire avec les parents, les métis francophones, qui voulaient vraiment voir du changement et regagner un peu leur fierté, leur culture et leur identité. Ça a pris 10 ans avant de voir la première brique ou le premier trou. En 1994, il y a la naissance de la DSFM. Et puis, au même moment, il y a la création justement de cette école communautaire Aurel-Lemoine qui était dans le même édifice que l'école anglophone. Parlons-en un petit peu de la DSFM. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la division scolaire franco-manitobaine. En 1994, les parents francophones sont devenus les gestionnaires pour l'ensemble des écoles francophones de la province du Manitoba. Et cette année, on va célébrer 25 ans de la DSFM. De la DSFM. Visuellement, ça peut être quoi une différence entre cette école-ci qui est plus métisse par rapport à d'autres écoles francophones? Bien, je pense que la représentation culturelle, un petit peu plus. Nous avons beaucoup de ceintures fléchées dans l'école, puis c'est toujours la représentation naturelle dans nos rassemblements. Mais quand tu demandes à quelqu'un si qui sont métis et comment on peut représenter la culture métisse, ils se disent, bon, c'est juste nous, on se lève à chaque matin, puis on est métis. C'est beaucoup dans ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on vit. C'est quand même bien de s'inspirer de la culture où se retrouve le bâtiment. Oui, puis c'est pas besoin d'être juste la forme aussi, ça pourrait être les matériaux de construction, genre au Québec, ça pourrait être des briques en sucre à crème. Genre d'affaire. À Tadoussac, il y a une école construite en baleine. Tu sais, c'est comme ça. Ah oui, vraiment? Ouais. Ça, c'est Pinocchio, Martin. Oui. Vous avez été enseignante, en fait, au moment de la création de l'école. Oui. Est-ce que vous avez connu Mélanie en tant que directrice également? J'ai connu Mélanie comme directrice parce que j'ai pris un petit contrat. OK. Je me suis retirée, j'étais à la retraite, mais Vous êtes retirée de la retraite, question de revenir. Exactement. OK. Oui. Mélanie, j'ai su que tu avais enseigné ailleurs, tu as travaillé en fait même dans d'autres pays et tu as décidé de revenir t'établir à Saint-Laurent. Oui, absolument. Pourquoi? J'ai passé tellement de temps ailleurs, alors au Moyen-Orient, en Asie, et puis j'enseignais à des groupes de gens qui étaient vraiment fiers, puis c'était comme des cultures qui étaient vraiment vivantes. Il y avait un masse de couleurs puis de joie dans ces cultures-là. Et puis ça m'a vraiment apporté une fierté de ma propre culture, puis ça me manquait. Alors, c'est que j'avais pas de gens francophones autour de moi, j'avais pas la culture métisse, plus de festival du voyageur. Alors, il fallait retrouver ça. Et puis, en fait, mes enfants sont nés en Malaisie, à Penang. Et puis, pour eux, je voulais qu'ils retrouvent leurs racines franco-métisses. Donc, vous êtes métisse, vous venez d'ailleurs. Est-ce que la culture dans laquelle vous avez grandi est un peu différente de celle d'ici, de Saint-Laurent? Ah, certainement. Moi, j'ai été élevée à Winnipeg. Mes parents viennent de la broquerie. Mon père est un métis de la broquerie. Mais on n'a jamais vraiment parlé du fait qu'on était métis. Je savais même pas c'était quoi. Et puis, quand je suis arrivée à Saint-Laurent, je parlais le français. Et puis, à l'école, à ce temps-là, tous les enfants parlaient en français, en métchif. Et puis, moi, mon français n'était pas comme le métchif. Ça fait qu'il riait de moi. Il disait, vous ne mettez pas les mots à bonne place dans la phrase. C'est certain. Ah ouais. Oui.
Donc ici, on est au bureau de poste, mais c'est gros pour un bureau de poste, cette bâtisse-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On va bâtir un musée. On a fini la première phase. C'est l'espace où on va mettre les objets, les artefacts. Artefacts de la région, des éléments historiques qu'on a retrouvés? Pas juste ça, mais Saint-Laurent avait été choisi pour faire une exposition au musée Smithsonian à Washington, D.C., le National Museum of the American Indian. Puis Saint-Laurent était la seule communauté métisse qui était dans le musée. C'est une belle reconnaissance. C'est eux qui sont venus vous chercher? On avait la plus grande population métisse au Manitoba. Oui, puis on vivait encore la même, comme la chasse, puis la trappe, puis tout ça, puis parler, puis tout... oui. Donc, vous êtes des stars aux États-Unis, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, c'est tout ce qui était présenté au Smithsonian qui va être ici bientôt? Oui, on va recréer l'exposition qu'on avait, parce que c'est pas tout le monde de Saint-Laurent qui va être capable d'aller. On a été par saison, les 4 saisons, puis qu'est-ce qu'on faisait dans chaque saison. Puis la plus grosse partie, c'était la pêche. Un peu partout au Canada, il y a toujours des traverses pour essayer de protéger la faune locale. Par chez nous, c'est des traverses de chevreuils. Au territoire du Nord-Ouest, c'est des traverses de bisons. En Alberta, des traverses de vaches. À Toronto, c'est des traverses de gens sur leur cellulaire. Puis à Saint-Laurent, Manitoba, c'est des traverses de bombardiers. Vous êtes en train de travailler filet? Oui, parce que bien vite, la pêche va commencer. Notre saison de pêche bientôt, dans le mois de novembre. OK. Qu'on ait de la glace. Vous voulez de la glace pour commencer. 1er novembre, il y a de la glace ici? Bien, chaque année, ça change. C'est différent. C'est différent. OK, mais on ne peut pas faire la pêche commerciale avant le 1er de novembre, mais aussitôt qu'il y a de la glace, après le 1er de novembre... Pas trop épais de même s'il faut, mais... Puis moi, ce que j'ai déjà vu de la pêche sur la glace, c'était on perce un petit trou, puis on a notre canne à pêche et on attend 3 heures. Ça ressemble à quoi, pêcher commercialement sur la glace? T'écrivras de fin, si vous êtes vie de même ici. Oui. Non, on t'en aurait. On fait des trous avec notre auger, là. Notre auger. Yeah. Puis tu passes le filet comme d'un trou à l'autre? Fais un trou. Non. Oui, OK. On prend notre jigger, puis on le met à travers notre trou, en dessous de la glace, à flotte. Il lève de main, tu sais, là. Sur la glace. Ouais. Après ça, si tu griffes, là, il pointe dans la glace, là. Puis là, tu le haules, puis là, il s'en va. Tu le haules, il s'en va. Tu le haules, le jigger, puis ça va bien. OK, j'aime ça. Puis le poisson, il va juste rentrer dans le filet, puis vous ressortez le filet par le petit trou que vous avez percé. Dans 2-3 jours, c'est pas de suite. Quand tu laisses tirer là, 2-3 jours, là, après ça, il faut te donner la chance de pêcher, tirer. Ça fait que... C'est pas une raie qui ramasse le poisson, c'est une raie où les poissons ils vont rentrer puis ils vont se faire poigner dedans. OK. Parlons du bombardier. Moi, je pensais que ça existait juste dans les années 50. Ils en font plus, hein? C'est de là qui vient, celle-là. C'est ça, hein? En 1955, je pense. OK. Oui. Puis il a été réparé 100 000 fois. Puis il n'y a rien d'autre qui s'est inventé depuis les années 50 qui serait meilleur que ça. Non, t'es pas mal bien dans ça. Stéphane, rentre! Moi, je vais rouvrir la porte. Il y a de la place en masse. Je vais rouvrir la porte en arrière, tu sais, là. C'est comme un petit mélange de rouille et de gaz. Hein? C'est un véhicule qui travaille, ça, ici. C'est vrai pour travailler, ça, c'est pas un chaud. Ça, c'est ton poêle à bois, là, voilà. OK. Pour chauffer. Toutes ces machines-là, ils ont quasiment toutes des V8, là. Avant, c'était tout des 6 longs. Donc, ils ont sur des bombes d'air, là, c'est tout des V8. Ah, c'est ça. Ils mettent le moteur le plus gros possible. Déplacer ça. Plus de force, tu vas loin, puis en masse de la paix, en masse des boîtes de poissons tout le temps. Ça fait que tu as besoin de la force. C'est de la belle machine. Hello, Earl. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui. Ça, c'est l'ami Stéphane. Puis on connaît Jean-Louis. Jean-Louis. Ça fait que... Ça te fait ici, là? J'attends pas le poisson.
On va se préparer d'abord pour la pêche d'hiver. Hein? Ouais, c'est pas regardé, là, puis... Moi, j'ai entendu dire que vous étiez un spécialiste de la pêche à la carpe, c'est ça? Ah oui. On le fait ici. On met une barrière en travers, ici. OK. Puis un autre là-bas. On laisse les portes, comme on le laisse ouvert. Quand ça rentre, on ferme la porte, puis ils sont pris dedans. Hein. OK. Là, puis ils sortent. Puis c'est des grosses carpes, là, on s'entend? Des grosses, oui. Ah ouais? 43 livres en épaisseur. Ah oui, hein? Là, ça peut nourrir au moins 2-3 personnes. Ah oui. Mais là, il faut les sortir. C'est pas ça, Mais c'est une place qui est connue depuis longtemps. C'est pas juste pour descendre les bombardiers. Il y avait aussi de la traite de fourrure qui se faisait ici. Oui, dans des années passées, oui, ça c'était une chose... Ça aidait loin dans le nord, là-bas, au lac Winnipeg-Osis, là-bas. Chercher la fourrure tout partout, Duck Bay, tout partout dans ce coin-là. Là. Puis de là, les barges s'arrivaient ici, là, après ça, là, ça... Hudson's Bay, ils revenaient tout de suite, là, ça, là, acheter la fourrure. Il était basé ici? Ben, ils n'avaient pas une bâtisse ici, mais c'était deux autres, pour eux autres, ça l'arrivait ici. OK. Ben, en tout cas, merci bien de m'avoir fait découvrir votre coin de pays. Yeah. C'est vraiment beau, puis je pense que la prochaine fois, je vais venir avec mon maillot de bain. Ça a l'air de se baigner ici. Prendre une plonge. Prendre une plonge. Okay. C'est ça la morale de la journée. Right. Prendre une plonge, oui. Salut, ça va bien? Bienvenue. Merci. Je te présente Roberta, c'est la spécialiste de la galette à Saint-Laurent. D'accord. Spécialiste, c'est un grand titre à porter, ça. Je pensais c'est vrai. C'est la galette que vous avez cuisinée toute votre vie. Toute notre vie. Je pense dans le temps, Stéphane, oui. Il se servait comme de la graisse des bisons. Ah. Tu sais, les métis, les premiers arrivés, là, ça, c'était quelque chose qu'ils mangeaient avec des fruits sauvages, des poirettes, ils mettaient dedans ou bien, tu sais, ils mélangeaient ça avec de la farine puis de la graisse, là. Mm-hmm. Mais là, on n'avait pas le temps de tuer un bison, donc on a apporté du Tender Flake. On est correct. On commencerait par... De la farine. Vous, à l'époque où vous êtes allé à l'école ici, est-ce que l'école se faisait en anglais? Tous les deux langages. Les deux? OK. Oui, mais on cachait nos livres français. Et donc, vous êtes toujours resté ici à Saint-Laurent? J'ai été à Winnipeg. J'ai parti quand j'avais 16 ans, puis j'ai revenu à Sturgeon-Cherry. Cherry, oui, ça m'a pris 1 seconde de délai, mais mon cerveau a compris le méchif. Oui. Tu as fait une bonne job. Quand j'étais petit et que j'allais à l'école, la chose qui me faisait le plus peur, c'était d'aller chez le directeur. Là, ce soir, ils nous ont invités à aller chez la directrice, mais je pense qu'on va avoir du fun. Est-ce que c'est important, la musique, entre autres, dans la communauté métisse ici? Oh oui, on aime la musique beaucoup. La danse. Beaucoup de violon. Beaucoup de violon. La jig. Oui, ça, c'est spécial, ça. C'est quoi qu'il y a de particulier dans la musique métisse? Que si vous entendez ça à la radio, vous faites comme « Ah, j'ai l'impression que c'est de la musique métisse. » On danse. Quand tu entends de la musique métisse, le violon aussi. Tu dois danser. Comme si tu vois un show et il y a de la musique métisse, c'est presque automatique qu'on danse. S'il y a une place à danser, s'il n'y a pas de place à danser, il y a du monde qui vont danser.
Comme même dans On les... le taper, puis ça, Ouais. ça jig. On fait de la musique même avec les cuillères. Ah oui. Les hommes en avant, les femmes en arrière, les animateurs dans le buffet. J'entends la musique métisse, le jig et tout ça, puis mes pieds, ça commence comme ça veut juste aller. Ouais, les pieds. Je peux pas contrôler. OK, fait que est-ce que tu vas prendre tout l'espace ici pendant le spectacle? Ah, ben oui, Karen. Oui. Ouais. Sure. Fait qu'un bon show de musique métisse, normalement, on finit, on est en sueur, on a dansé comme des malades. Ouais. Puis, ouais, OK. Ouais. Surtout qu'il y a certaines chansons qui ont tendance à accélérer de façon naturelle, mais aussi de façon exponentielle. À la fin de ça, tout le monde est épuisé, les musiciens, la foule, puis tout le monde, ils savent qu'ils ont eu un beau show, ils ont eu du fun, puis tout le monde s'est amusé.